Será un combate a muerte, no una prueba. La deuxième lot de chapitres de Baki Bakidou est enfin là. Le destin du monde libre est entre les mains des guerriers actuels, mais aucun n'a eu la force d'arrêter le samouraï légendaire. Miyamoto Musashi est devenu l'ennemi public numéro 1 de la nation, et la peur s'est emparée des cœurs de la ville. Même Tokugawa est dans l'expectative, réalisant qu'il a peut-être invoqué un mal qu'il ne peut contenir, et le monde paiera cher sa curiosité. Mais avant de commencer, permets-moi de te voler quelques secondes pour remercier les membres du club élite, N-Minutos pour leur soutien. Sans eux, rien de tout cela ne serait possible. Si tu veux faire partie de la famille et débloquer du contenu exclusif qui se renouvelle chaque semaine, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Le deuxième lot de chapitres commence avec le numéro 14 qui reprend exactement là où nous avions laissé l'histoire précédente. Pickle est enfin apparu en ville après avoir traîné une créature géante à travers toutes les égouts. C'est pourquoi la ville a déjà un plan définitif pour le capturer. Tout d'abord, les autorités ont marqué avec précision l'endroit exact où il a disparu. Ensuite, ils ont établi un périmètre d'1 kilomètre autour pour déverser des centaines de litres de chloroforme dans les conduits. Sous l'effet du chloroforme, Pickle a été aussitôt conduit au laboratoire de Tokugawa. Là-bas, Musashi Miyamoto a demandé à le rencontrer en personne, mais le géant était encore sous le fort effet du produit chimique. Alors, sans demander la permission ni montrer le moindre respect, Musashi lui a donné 2 gifles. Ses coups ne lui ont absolument rien fait. Ce n'est qu'en posant sa lame sur le cou de Pickle que celui-ci s'est réveillé paisiblement, comme après un sommeil réparateur. Musashi affirme que cette coupe aurait dû lui trancher la tête, mais elle ne lui a fait aucun mal. Cette attaque lui a déjà permis d'éliminer 8 personnes à la fois, donc Pickle paraît être un adversaire prometteur. Quand Pickle se réveille, il attaque Musashi, qui lui assène une douzaine d'entailles sur tout le corps, sans effet. La peau de Pickle reste intacte, et il ne fait que s'énerver davantage. Immédiatement, Tokugawa les conduit dans une salle spéciale capable de résister à leur combat, afin qu'ils puissent se battre librement, et enfin prouver qui est le plus fort des deux. En réalisant que ses coups les plus puissants ne font que chatouiller Pickle, Miyamoto Musashi s'enthousiasme à l'idée de pouvoir utiliser ses autres techniques dans un combat vraiment difficile. Lors de sa prochaine attaque, Pickle se jette sur lui, et tous deux s'affrontent, dans une puissante prise de force. Nous allons découvrir lequel possède la force physique supérieure. Musashi, réalisant qu'il ne pourra pas le surpasser, lui assène un violent coup de tête en s'appuyant sur le mur, interrompant brièvement le combat. Musashi comprend alors qu'il ne pourra pas continuer s'il n'a pas une véritable épée entre les mains. Alors il demande à Tokugawa d'organiser un événement officiel. Cependant, il exige d'avoir suffisamment de temps pour récupérer sa propre arme, qui repose dans un musée au centre-ville. Le lendemain matin, l'épée de Musashi arrive enfin au laboratoire. Sa simple présence fait que les cordons se détachent, l'acier semblant vouloir retrouver son maître et se baigner de nouveau dans le sang. Après un essai réel avec l'épée, Musashi remarque que son tranchant est intact et qu'il peut couper un tatami entier uniquement avec le poids du métal, sans même appliquer de force. Mais Motobe revient sans cesse supplier Tokugawa à genoux pour affronter Musashi Miyamoto en duel. Cependant, le vieil homme l'informe en détail du combat prévu entre lui et Pickle, où absolument toutes les armes connues seront autorisées. Mais il y a un problème sérieux qui attire fortement l'attention de Tokugawa depuis que Pickle est arrivé dans l'arène de combat. Il n'a pas goûté un seul morceau de nourriture, et cela fait déjà 4 jours entiers. C'est pourquoi Baki décide de s'approcher calmement pour lui parler. Bien que Pickle n'ait pas la capacité de parler, Baki semble avoir un talent unique pour comprendre ce que la créature essaie de dire. En parlant avec le vieux Tokugawa, il dit que Pickle est sûr que Musashi sera sa prochaine cible, et qu'un vrai combat n'est pas nécessaire. Ce soir-là, Tokugawa invite Adopo à dîner pour lui demander qui il soutient fermement dans le combat. Le tranchant mortel de l'épée de Musashi, ou la peau aussi dure que les crocs d'un tyrannosaure de Pickle, que le monde connaissait déjà comme l'homme vivant le plus fort qui existe. La différence tient aux époques où ils ont vécu. Musashi est surtout habitué à combattre des hommes et à transpercer des armures en tissu ou cuir. Cependant, comparer cela au fait d'avoir combattu les véritables tyrannosaures Rex est extrêmement difficile, donc personne n'a la moindre idée de qui pourrait gagner. Mais ce qui inquiète vraiment Tokugawa, c'est ce que Pickle compte faire. Ainsi, lors du déjeuner, il lui confie que le géant du Crétacé veut le manger vivant, ce qui amuse beaucoup Miyamoto Musashi. De retour dans l'arène de combat, Pickle ne s'est pas déplacé d'1 seul centimètre. Cela fait déjà 6 jours complets qu'il n'a absolument rien mangé ni bu.
En gros, il prépare son corps pour être aussi affamé que possible lorsque le moment du grand combat commencera. Le lendemain matin, le moment décisif arrive. Tout le monde est venu avec impatience pour voir ce qui va se passer entre Musashi Miyamoto et le colosse du Crétacé, qui s'est préparé non seulement à le vaincre, mais aussi à le dévorer, ce que le public attendait. C'était une cérémonie d'ouverture formelle, mais cela n'arrive jamais. Dès que Pickle voit Musashi, il se jette sauvagement sur lui. Musashi réagit rapidement, l'attaquant directement au visage avec son épée tranchante. La lame de l'épée le frappe en plein milieu du visage, mais il n'y a pas une seule goutte de sang, car sa peau épaisse et ses muscles arrêtent l'impact. Musashi est projeté violemment contre le mur par le rebond. Quelques secondes plus tard, on voit que l'épée a légèrement entaillé la peau de Pickle, qui saigne un peu, tandis que Musashi reste au sol après le coup. Le pire, c'est que Pickle a maintenant l'épée et attaque Musashi pour le trancher. À cet instant précis, il utilise son épée fantôme pour l'attaquer directement à l'œil et bloquer sa vision, au moins pendant une demi-seconde, juste le temps nécessaire pour récupérer son épée réelle et lancer sa prochaine attaque foudroyante. Dans sa prochaine série d'attaques, Musashi tranche avec maîtrise les articulations, les coudes, les genoux et les épaules. Il endommage tout ce qui pourrait être entouré de tissus conjonctifs, si bien le sang du géant commence à jaillir. Musashi était sûr que son épée avait réussi à trancher tout le long du corps, mais en réalité il n'a causé que des blessures superficielles mais profondes. En quelques minutes, Pickle sera entièrement vidé de son sang, ce qui ne serait pas une victoire très honorable pour le samouraï. À ce moment-là, Pickle se jette sauvagement sur Musashi et le mord directement à l'épaule. Musashi s'y attendait. En mettant toute sa force dans sa mâchoire, le corps du colosse est devenu sans défense. Il lui inflige une profonde entaille à l'épaule, faisant pencher la bataille en sa faveur, bien qu'il ait perdu une petite partie de son corps. Le goût de la chair de Musashi provoque un changement inédit chez Pickle, dont le corps évolue. Les blessures ne se régénèrent pas, mais le sang cesse de couler, et ses membres s'allongent jusqu'à ressembler à ceux d'une bête. Selon Musashi, les muscles de son adversaire ont tellement grossi qu'ils bloquent la circulation du sang. Cependant, il peut toujours faire de nouvelles coupures et attend donc patiemment le bon moment pour agir. En fait, il prend maintenant beaucoup de plaisir à pouvoir couper plusieurs fois de suite le même ennemi. Cela ne lui était pas arrivé depuis longtemps, car ses adversaires mouraient toujours au premier coup d'épée. Cependant, lorsque Musashi se prépare à porter son prochain coup décisif, Pickle commence à se comporter de manière très étrange. Il a soudain des visions d'une abeille géante, ce qui le pousse à s'enfuir de l'arène de combat à une vitesse vertigineuse. Musashi réalise que le garçon, bien que peut-être un monstre puissant, n'est pas un vrai guerrier ni à son niveau, du moins pour l'instant. Cette victoire a un goût amer. Pickle court vers Motov, qui met ses mains sur son visage et lui dit qu'il a bien agi, promettant de gérer la suite. Quelques secondes plus tard, Motove entre dans l'arène, prêt à affronter Musashi et Miyamoto dans un combat à mort. Tokugawa tente de l'arrêter, affirmant que ce n'est pas le moment. Mais Motove, lassé de discuter, va vers Musashi et le menace de le poignarder s'il ne se bat pas. En une fraction de seconde, Motove lui jette une poudre étrange aux yeux, puis lui applique une clé pour lui briser le tendon d'Achille. Cependant, Musashi se libère rapidement, ce que Motove vient de faire l'a vraiment énervé, au point qu'il décide de lui accorder son combat. Musashi reconnaît ces techniques sournoises de son époque, ce qui lui donne une certaine nostalgie. Une seconde plus tard, Motove sort une boîte de cigarettes pour lui en offrir une avec une gorgée de saké, mais Musashi parvient à déceler son plan en sentant le poison qu'il a mis dedans. C'est ici que Motove décide de lui avouer ouvertement qu'il ne cherche pas une victoire honorable dans le combat. Son seul but est de le tuer. Il lui dit qu'il n'appartient pas à ce monde, que son époque est déjà terminée, et que l'avoir ramené est une aberration de la nature. Lors de sa prochaine attaque, Motove prend la bouteille et frappe Musashi en plein visage, révélant une dague cachée à l'intérieur du verre qui lui inflige une profonde coupure. Il tente alors de lui mettre les cigarettes dans la bouche, mais le guerrier ancestral refuse de mourir ainsi. En sortant d'une bombe fumigène, Musashi remarque qu'il a perdu de vue son épée et que Motove l'a, mais son plan n'est pas de la garder. Il la lui rend et Musashi l'attrape avec agilité. En lançant le fourreau, Motove dissimule une bombe fumigène qui aveugle brièvement son adversaire, lui permettant de lancer une chaîne à pointe au visage et de lui fracturer la mâchoire. Pendant les secondes suivantes du combat, rien de ce que Musashi pense que Motove va faire ne s'avère correct. L'homme l'attaque avec une lance, mais c'est pour dissimuler une poignée de fer avec laquelle il frappe son visage à plusieurs reprises. Il semble que tout ce que Motove fait n'est qu'un leurre, pour ensuite attaquer autrement, ce qui commence vraiment à le frustrer.
C'est pourquoi Musashi riposte par une coupe latérale rapide à l'abdomen, et peu après, du sang s'échappe de Motove. Sa cotte de maille l'a sauvé de voir son corps se séparer en deux, mais cela ne veut pas dire que le coup puissant a été vain, ou qu'il n'est pas blessé. Musashi lui explique que, même s'il ne peut pas séparer ses parties à cause du blindage avec le tranchant de son épée, le dos de la lame est suffisamment solide pour lui briser les os, et c'est exactement ce qu'il compte faire. Lors de sa prochaine attaque, il frappe violemment le poignet gauche de Motove, et sa main reste pendante. Avec sa prochaine offensive, il frappe les chevilles, faisant tomber Motove à genoux sur le sol, ce qui pousse Baki à supplier Tokugawa d'arrêter le combat avant qu'il ne le tue. Cependant, Motove n'en a pas fini. Il se jette sur Musashi et lui assène un coup de tête au visage. Privé de chevilles valides et de jambes fonctionnelles, Motove n'a plus qu'une voie à suivre. Il entoure fermement le cou de Musashi avec son bras et, utilisant sa mâchoire, il se mord lui-même pour verrouiller un étranglement arrière. C'est sa dernière technique suicidaire pour le vaincre. Musashi utilise son épée pour le transpercer à l'épaule, mais la cotte de maille l'empêche de bouger la lame sur les côtés. Le temps passé avec le bras exerçant une pression sur son cou est trop long. Il finit donc par perdre connaissance et Motove est couronné vainqueur. Plus d'1 minute plus tard, Musashi finit par reprendre ses esprits et se relève. Il reconnaît sa défaite avec honneur et remercie profondément Motove de lui avoir montré qu'il doit encore se perfectionner. D'un seul coup ferme, il retire son épée du corps de son adversaire et marche directement vers la sortie. Ce même après-midi, Motove a reçu une assistance médicale d'urgence. Ses poignets et ses chevilles sont complètement détruits. Il ne pourra donc ni marcher ni manger seul pendant un bon moment. Cette nuit-là, Musashi se trouvait à l'extérieur de la villa, lorsqu'un groupe d'officiers a tenté de l'arrêter. Mais ce fut leur plus grande erreur. Ils ont tous fini au sol, et un détective a perdu un œil. Quelques heures plus tard, un mandat d'arrêt officiel a été émis à son nom. Bien que Musashi parcourait les rues avec un calme impressionnant, un escadron de 100 policiers n'a rien pu faire contre lui, et il a fini par couper le capitaine Ozuka en deux. Le commandant en second n'allait pas permettre cela. Alors il a appelé un char avec un grand canon à eau pour l'arrêter. Mais Musashi l'a aussi coupé en deux, ne leur laissant pas d'autre choix qu'un affrontement direct. Le samouraï légendaire contre 100 officiers anti-émeute. Avant que Musashi n'assassine ses hommes, l'officier a sorti un taser qui avait été modifié secrètement. Sa puissance avait été multipliée par 10, faisant passer 500 000 volts directement dans le corps de Musashi, et réussissant à le faire tomber au sol. Mais Musashi essayait simplement de comprendre cette nouvelle technique qu'il ne connaissait pas, l'électricité, et il a commencé à l'appeler sorcellerie, quelque chose qu'il n'a absolument pas l'intention de tolérer. Avec sa prochaine attaque foudroyante, il décapita l'officier avant que celui-ci ne puisse tirer à nouveau avec l'appareil. Une armée sans chef n'est qu'un groupe d'individus faibles, donc Musashi ne voit aucune raison valable de dégainer à nouveau son épée, alors il quitte simplement les lieux, les laissant tous à se pisser dessus de peur. À ce moment-là, la scène change radicalement pour se déplacer aux États-Unis, où l'on voit le président Obama aux côtés du futur président Donald Trump, qui n'arrive pas à croire que la nation s'apprête à signer un contrat formel de non-agression avec un seul individu. C'est comme accepter la défaite honteuse d'une nation entière face à un seul homme. Mais ils ne parlent pas de Musashi, mais de Yujiro, l'ogre, avec qui ils ne veulent avoir aucun problème, seulement un pacte de non-agression et de courtoisie. Trump était incrédule pendant la réunion, mais en voyant Yujiro, il n'a pas pu s'empêcher de se mouiller les pantalons. Tenant la constitution de son pays, il lui a accordé le plus grand pacte de non-agression jamais signé, et l'a énormément flatté durant toute leur rencontre tendue. De l'autre côté, Bucky rencontre Doppo et Katsumi Dobi pour discuter sérieusement de ce qui se passe avec Musashi. Après avoir assassiné les officiers de police, il est soudainement devenu l'ennemi public numéro 1 de toute la ville. Alors maintenant, ils vont utiliser des snipers d'élite et tout ce qui est nécessaire pour pouvoir l'éliminer immédiatement. Ce n'est plus une simple arrestation. Les policiers chercheront une vengeance sanglante pour leur frère tombé. Dans le bureau du maire, le nouveau capitaine de la police montre au maire les boucliers découpés proprement par Musashi la nuit précédente. Les coupures sont parfaites, mais il n'y a rien dans leur arsenal actuellement qui puisse empêcher son épée de les réduire en morceaux, même en utilisant les combinaisons spéciales en Kevlar. Après avoir pris connaissance des faits, le maire autorise la police à utiliser des armes à feu et leur ordonne d'éliminer cet individu par tous les moyens nécessaires. Les forces de l'ordre ne peuvent être prises à la légère, surtout avec des millions de personnes à protéger. Cette nuit-là, un important dispositif policier s'empare de la ville. Des hélicoptères, des véhicules blindés et des policiers. Les policiers à pied commencent à traquer Musashi dans chaque ruelle. Sauf que cette fois, les officiers portent des armes à feu de gros calibre
et non de simples boucliers en plastique qui n'ont servi à rien. Après quelques heures, ils l'ont retrouvé dans un parc du centre-ville où il cherchait un peu de tranquillité. Toutes les unités tactiques se sont regroupées à ce point, et les hélicoptères ont éclairé toute la zone. Cependant, Musashi n'a pas besoin de l'obscurité pour commencer à les assassiner sauvagement un par un. Leur grand nombre n'était rien face à la vitesse de Musashi, qui, au lieu d'en tuer plusieurs d'un seul coup, les éliminait un par un. Il prenait beaucoup de plaisir à l'idée de trancher des corps humains, se rappelant avec nostalgie le bon vieux temps de la période féodale dont il vient. Tout officier qui essayait de prendre le contrôle de ses compagnons et de leur dire quoi faire finissait coupé exactement en deux. C'était la stratégie astucieuse de Musashi, pour les maintenir tous prisonniers de la panique et qu'ils ne s'attendent jamais à sa prochaine attaque rapide. Pour lui, c'était identique à massacrer des agneaux sans défense dans un enclos, sauf que c'était bien plus amusant. À la fin, quand il ne restait plus que quelques survivants, et que Musashi ne voyait plus que la peur absolue dans leurs yeux, il leur permit gentiment de partir sans leur faire de mal. Le lendemain, Tokugawa s'est réuni en urgence avec le Premier ministre et les principaux dirigeants de la ville, qui étaient complètement terrifiés par ce qui s'était passé la nuit précédente. Même leur police la plus puissante n'a pu arrêter Musashi Miyamoto, et ils pensent désormais qu'il n'existe aucun moyen humain de l'arrêter. La meilleure idée qu'ils ont pu avoir lors de la réunion a été d'engager le puissant Hanayama pour affronter directement Musashi Miyamoto. Mais nous savons bien qu'il n'est de taille ni face à l'ogre, ni face à Musashi lui-même. Le surintendant de la police s'agenouille et le supplie d'agir vite pour la ville. Mais l'enjeu est plus grand. Ils sont prêts à lui offrir un pacte définitif de non-agression s'il choisit de se battre pour le bien de tous. La mafia pourra profiter de ses affaires jusqu'à la fin des temps, et la police ne pourra rien faire contre elle. Cela sera totalement effectif à partir du moment où il parviendra à vaincre Musashi Miyamoto et ramènera la paix dans les rues de la ville. La nuit suivante, l'un des employés de confiance de Hanayama parle avec Tokugawa, et ce dernier lui révèle la véritable nature de Musashi et Miyamoto. Ce n'est pas un imitateur de notre époque, essayant de se faire passer pour un héros ancien. C'est le véritable guerrier, créé par l'art du clonage, et il a été le seul responsable de la mort tragique de Retsu lorsque Hanayama l'apprend. À cette annonce, il serre les poings si fort que ses ongles percent sa peau. Il demande aussitôt à ses hommes où se trouvent Musashi et Miyamoto pour en finir rapidement. Quelques minutes plus tard, Hanayama est au milieu de la rue, et les policiers annoncent que Musashi Miyamoto arrivera dans 30 secondes. C'est exactement ce qui se produit. Ils se retrouvent maintenant face à face, le chef de la mafia contre le samouraï légendaire. En le voyant, Hanayama enlève sa veste pour révéler sa tenue de combat. Musashi sait que les policiers postés autour de lui n'interviendront pas. Ils vont seulement délimiter la zone pour qu'aucune personne ne soit blessée. Face à Musashi, Hanayama commence à étirer ses muscles et à prendre ses poses traditionnelles de combat. La seule chose que le samouraï peut voir en lui, c'est une lumière blanche de pureté et d'héroïsme, ce qui lui provoque un étrange sentiment d'anxiété au début du combat. La lumière est si éclatante qu'elle finit par aveugler complètement Musashi, qui ferme les yeux pendant une fraction de seconde, juste assez longtemps pour que Hanayama le frappe de plein fouet en plein visage et l'envoie voler sur une grande distance. En le voyant allongé au sol, Hanayama s'approche d'un pas ferme, le soulève comme s'il s'agissait d'un simple sac de pommes de terre et lui demande s'il peut continuer. Musashi ne fait que rire ouvertement. À ce moment-là, Hanayama concentre son énergie dans son poing et s'apprête à le frapper à la poitrine. Mais la seule chose qu'il touche est la lame de son épée, qui parvient à transpercer sa main de part en part. Le poing de Hanayama se retrouve coincé entre le tranchant de la lame, et l'immense force physique qu'il possède empêche Musashi de récupérer son arme. Le samouraï baisse à nouveau sa garde et Hanayama le frappe au visage, le projetant sur des dizaines de mètres dans la rue déserte. Cette fois, Hanayama ne veut pas lui laisser le temps de récupérer et l'attaque directement avec le poing où la lame reste plantée. Musashi saisit la poignée avec précision et lui transperce tout le bras avec son épée. Hanayama recule, ressentant une douleur inconnue. À cet instant, Musashi saisit l'occasion et use de sa seconde épée pour porter une coupe censée trancher Hanayama en deux, mais ne lui cause qu'une légère entaille au dos, preuve qu'il fait face à un homme hors du commun. Pour poursuivre le combat, Hanayama propose de lui rendre son épée, et tend son poing blessé en avant, afin que Musashi puisse la récupérer tranquillement. Mais voyant que Musashi ne bouge pas d'un centimètre, Hanayama retire l'épée de son poing de force, et la lui lance de toutes ses forces. Musashi l'attrape en plein vol avec agilité et le remercie profondément pour ce geste noble. Lors de sa prochaine attaque, Hanayama tente un uppercut brutal pour séparer la tête de son corps, mais échoue. Musashi ne le fait pas.
Il l'attaque aussitôt par derrière à plusieurs reprises, lui infligeant des coupures graves comme la première. À cause de cela, notre héros perd trop de sang sur le pavé. Dans son mouvement suivant, Musashi s'engage dans une épreuve de force, au corps à corps, exactement comme il l'avait fait avec Pickle lors du combat précédent, espérant que la puissance soit similaire. Cependant, Hanayama, homme exceptionnel, lui tord le poignet comme du papier, montrant sa force supérieure. Bien au-delà de ce qu'il attendait, la poigne de fer de Hanayama saisit brutalement le visage de Musashi, qui se rend immédiatement compte que ce type a la force nécessaire pour lui écraser complètement le crâne. Il ressent alors une tension, et utilise une ancienne technique ninja pour se libérer. Avec une bombe fumigène, il prévoit de faire reculer Hanayama, mais celui-ci ne cède pas et reste ferme. Musashi décide alors d'attaquer autrement, et lui inflige une profonde entaille à l'abdomen. Cette blessure serait suffisante pour que le combat soit définitivement terminé. Quelques secondes plus tard, Hanayama fait signe à un employé, qui arrive avec des bandages et les serre autour de son abdomen pour stopper le saignement et poursuivre le combat. Cependant, cela est déjà décidé depuis un moment. Lors de sa prochaine attaque massive, Hanayama ne peut pas supporter les 10 coups consécutifs provenant des 2 épées de Musashi. Ce que nous voyons ensuite, c'est comment il s'effondre complètement au sol, acceptant finalement la défaite. Mais Musashi n'est pas convaincu que cela doive se terminer ainsi. Il s'approche donc froidement pour trancher la tête de Hanayama. À ce moment précis, Baki apparaît et lui dit qu'il a déjà gagné le combat. Il n'est pas nécessaire de l'assassiner sans pitié, et il l'avertit que s'il ose dégainer son épée à nouveau, alors il devra aussi le tuer sur le champ. Les précieuses secondes que Baki obtient suffisent pour qu'une douzaine de policiers transportent rapidement Hanayama vers une ambulance et l'emmènent immédiatement à l'hôpital. Le lendemain matin, Tokugawa raconte à Musashi que la seule personne au monde qui a réussi à vaincre Baki Hanma, le garçon qu'il prévoit d'affronter maintenant, bien que le bref combat qu'ils ont eu auparavant n'était qu'une ruse d'enfant, il ne devrait pas baisser sa garde pour ce qui va suivre. Se souvenant de son combat contre l'ogre et apprenant que le garçon est plus fort, Musashi veut immédiatement organiser le duel. Pendant ce temps, Baki se trouve dans le dojo, assurant avec une totale fermeté à ses camarades qu'il ne compte pas seulement vaincre Musashi, mais qu'il le tuera sans hésiter. Il sait que le guerrier n'est pas de cette époque. C'est pourquoi il faut régler ce problème à la racine avant de perdre totalement le contrôle. Une fois que l'arène est remplie de monde et que le combat est entièrement organisé, il est temps pour Baki de s'occuper de ce que tous ses compagnons d'armes n'ont pas pu accomplir. Dans le public, tous ses amis, rivaux et maîtres sont extrêmement impatients. Ce n'est pas seulement un combat ordinaire pour décider qui est le plus fort du monde, mais l'un des deux ne sortira pas vivant de l'arène. Une situation extrême, inédite depuis le tragique combat de Retsu. Même Motove lui-même s'est échappé de l'hôpital pour voir ce combat historique. Il ne peut toujours pas marcher à cause de ses blessures, mais son fauteuil roulant s'adapte parfaitement dans le couloir du dernier siège, d'où il peut tout voir clairement. Lorsque Musashi entre enfin dans l'arène de combat, les murmures de la foule ne lui laissent aucun répit. Il sait parfaitement que beaucoup de personnes présentes le détestent et veulent le voir perdre, mais son aura meurtrière est si puissante qu'elle finit par les faire taire tous, contrairement à l'accueil froid qu'ils ont réservé à Musashi. Baki, en revanche, est chaleureusement applaudi, convaincu qu'il sera le héros qui les sauvera de cet individu. En regardant Baki dans les yeux, Musashi se rend compte que l'énorme festin qu'il avait vu la dernière fois qu'il l'a affronté s'est soudainement transformé en une montagne interminable d'assiettes vides. L'essence même du garçon avait complètement changé. C'est comme s'il avait soudainement dévoré toute la force qu'il gardait en lui. Et maintenant son aura était bien plus terrifiante. Voyant toutes ces assiettes vides, Musashi murmura avec colère qu'il allait en finir avec lui, et boirait jusqu'à sa dernière goutte de sang. L'arbitre est alors entré dans l'arène et a lancé officiellement le combat. Même de loin, le public peut clairement voir comment l'énorme force de Musashi se manifeste peu à peu, au point que ses épées fantômes deviennent évidentes pour tous les présents. Baki attaque agressivement en premier, et d'un coup de pied rapide, lui coupe le sourcil. Mais Musashi réagit aussitôt et fait passer son épée fantôme par sa cheville, faisant que le garçon ressente la douleur réelle de perdre un de ses membres, même si celui-ci est toujours physiquement là. À ce moment-là, Musashi a commencé à concentrer son énergie, et en une fraction de seconde, il s'est élancé en avant avec force. Mais quand il a voulu regarder Baki, il s'est rendu compte que le garçon avait disparu de sa vue. Il a ensuite ressenti un coup dans le ventre, qui l'a laissé à terre dans l'arène. Les maîtres du public ont réalisé qu'il s'agissait de 3 coups consécutifs, si rapides qu'il semblait n'en faire qu'un, une technique spéciale que maître Shibukawa lui a transmise.
On apprend que Baki a frappé non seulement le creux de son estomac, mais aussi son front et ses parties intimes. 3 coups simultanés qui agissent comme un seul, mais qui sont capables de terrasser n'importe qui sur le coup. Musashi est très surpris par cela. Il possède la capacité unique de détecter quand une personne s'apprête à attaquer directement depuis son subconscient. Mais avec Baki, cela s'avère inutile. Le jeune homme paraît à sa vitesse maximale, même immobile, annonçant un combat très intéressant dès maintenant. Sachant cela, Musashi décide d'invoquer une fois de plus ses épées fantômes. Mais cette fois-ci, il le fait avec une telle intensité que même le public présent peut en voir un reflet clair. Lorsque Baki attaque une fois de plus, il ne peut s'empêcher de rester immobile en sentant l'épée traverser complètement son corps. C'est quelque chose qui ne peut pas être décrit facilement. Ton corps reste intact, mais ton esprit sent qu'il s'est passé quelque chose de grave, et ces millisecondes suffisent à Musashi pour te blesser réellement. Ainsi, Baki est violemment projeté au bord de l'arène et met quelques secondes à réaliser ce qui vient de se passer. Malgré tout, le garçon persévère courageusement. Il attaque sans relâche, ignorant les signaux de son corps. Malheureusement, Musashi évite chacune de ses attaques rapides et répond par un coup direct puissant qui le fait saigner du nez. Contre toute attente, Baki prend les épées à sable pour les rendre à Musashi, afin qu'il soit payé à son maximum quand Baki mourra. Le vieux samouraï n'arrive tout simplement pas à croire ce que le garçon affirme par ses actions. Tous les présents se rendent compte que Baki est en train de perdre le combat. Cependant, il décide quand même de lui donner une véritable arme pour que Musashi l'assassine, et le jeune homme semble toujours très confiant. En un instant, Baki lui lance l'épée de toutes ses forces. Musashi l'attrape rapidement avec ses mains. Mais cela signifie qu'il a une épée libre dans chaque paume, et pas de la bonne manière, ce qui permet à Baki de l'attaquer sans qu'il puisse se défendre. À ce moment-là, Baki lui dit qu'il est temps pour lui de mourir, et l'attaque à nouveau. Comme on pouvait s'y attendre, Musashi arrête la lame avec ses mains nues. Le garçon rit en se rendant compte qu'il a capté toute son attention. À cause de cela, Musashi ne remarque pas que la vieille Sabuko se jette sur lui, et presse ses lèvres contre les siennes. En unissant simplement ses lèvres à celles de Musashi Miyamoto, la vieille chamane Sabuko parvient à extraire son âme et la libère pour qu'elle retourne au plan mystique d'où elle venait, mettant ainsi fin au combat. Une fois que le danger a finalement été maîtrisé, tout le monde accepte que c'était la seule véritable façon de pouvoir arrêter Musashi Miyamoto. Même Baki n'était pas totalement certain de pouvoir le vaincre dans un duel traditionnel, et c'est la seule façon dont il a pu sauver la ville. Tokugawa ordonne d'emporter le corps inerte, puis crée une prison spéciale d'azote liquide où ils lui rendront hommage éternellement comme le plus grand guerrier de l'histoire, clôturant la série là où elle a commencé, avec un héros mythique hors du temps. Mais avec la certitude que les paroles de Tokugawa étaient vraies, Musashi Miyamoto est le plus grand guerrier qui ait jamais existé, et le monde actuel n'est pas prêt pour lui. Héros final en temps et